On n'a pas le droit de détacher quelqu'un qui est déjà attaché à un respirateur pour le remplacer par quelqu'un qui aurait plus de chances de survie. Professeur Michel Revel, bonjour. Bonjour. On vous voit parfaitement bien. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Nous sommes très honorés de vous avoir comme invité ce matin. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas que vous êtes un des savants les plus renommés d'Israël, en particulier dans la recherche sur les molécules et sur les défenses, des défenses cellulaires, enfin tout ce qui est lié, on va dire, pour résumer. Vous êtes le fondateur du département de virologie de l'Institut Weizmann, n'est-ce pas, au début des années 60, si je ne m'abuse, dites-moi si je me trompe, et vous êtes prix d'Israël, un des père de la biotechnologie en Israël. Alors, vous êtes bien entendu particulièrement habilité à répondre à nos questions sur ce qui se passe actuellement en Israël, sur cette épidémie de coronavirus. Et comme vous avez été longtemps membre du Comité national d'éthique de l'État d'Israël, on parlera aussi des aspects d'éthique de cette crise du coronavirus, que ce soit à l'étranger ou même éventuellement aussi en Israël. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est-à-dire pour vous qui êtes un chercheur et qui vous êtes spécialisé dans la lutte contre les virus aussi, dans une partie de votre carrière, qu'est-ce que ça représente pour vous une telle épidémie? Est-ce que quelque part, pour un chercheur comme vous, c'est quelque chose que l'on attend sans véritablement obligatoirement souhaiter que cela n'affecte la population israélienne ou la population mondiale? Une épidémie, on ne l'attend jamais. On essaye de se préparer avec des vaccins à éviter les virus que l'on connaît. Mais lorsque il y a une éruption d'un virus animal, parce qu'on consomme des animaux en Chine, dans la chaîne biologique humaine, on voit le résultat et à chaque fois on est surpris. Ce n'est pas la première épidémie de ce genre. Il y avait le SARS numéro 1 il y a quelques années, qui était la même maladie de détresse respiratoire. Et dans le cas de ce coronavirus, pour un scientifique comme moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, encore une fois, c'est le corps lui-même qui se détruit sous l'influence du virus. C'est-à-dire, ce n'est pas le virus qui cause les dommages, mais c'est l'appareil immunitaire qui essaie de se défendre et d'empêcher le virus de se multiplier, et en fin de compte provoque des dégâts dans les poumons et la distress respiratoire. Donc c'est un gros problème scientifique qui n'est absolument pas résolu. On n'a pas les médicaments qu'il faut pour empêcher que la mort survienne. Dites-moi si je me trompe, le coronavirus, c'est la même famille de virus, comme vous le disiez, le SARS ou d'autres virus qui ont déjà frappé, on va dire, une partie de l'humanité. Est-ce que finalement, le fait qu'on n'ait pas de médicaments aujourd'hui, qu'on n'ait pas trouvé de vaccin, comment vous l'expliquez? Non, le vaccin, c'est très simple. Il faut du temps. À partir du moment où on a le virus lui-même et des laboratoires qui sont bien protégés pour préparer le vaccin, mais jusqu'à ce qu'il soit distribuable à la grande population, ça peut prendre jusqu'à une année. Les médicaments, on les cherche. Il y a beaucoup de candidats de médicaments. Oui. Et pour l'instant, on n'a pas encore identifié ceux qui pouvaient vraiment empêcher le système immunitaire de s'attaquer aux poumons et de les détruire dans des cas très graves. Évidemment, heureusement, ce n'est que quelques pourcents des malades qui sont infectés. Et ce sont les malades graves et les malades que l'on doit attacher au respirateur. Maintenant, je voudrais dire qu'en Israël, il y a une grande mobilisation par le gouvernement à travers le centre d'innovation du ministère de l'Industrie qui appelle les chercheurs à faire des demandes de crédit pour pouvoir attaquer ces problèmes. Et parfois, j'ai même l'impression qu'on vit une espèce de temps messianique parce que
on entend qu'une industrie qui fabrique des fusées militaires destructrices s'est mise à faire des respirateurs. Et on entend que l'Institut de biologie de Nestiona, qui est bien connu pour sa contribution militaire à la guerre biologique et à la défense contre la guerre biologique, maintenant s'occupe du vaccin contre le corona. Donc, c'est un petit peu, ils ont transformé leur glaive en charrue. Nous voyons une mobilisation dans laquelle ce qui était pour la guerre devient peut-être maintenant pour la santé. Est-ce que, justement, parmi les moyens de lutter contre le virus, il a été question, on a souligné par exemple que les premiers malades qui sont sortis eh bien, étaient immunisés contre le virus et que l'on pouvait envisager d'utiliser par exemple leur sang peut-être pour permettre de soigner d'autres malades. C'est une technique qui est envisageable à votre avis dans ce... Absolument, c'est une technique immunologique tout à fait classique. Et ça s'appelle l'immunisation passive, c'est-à-dire quand vous donnez un vaccin, vous donnez quelque chose qui ressemble au virus ou qui est un virus tué, et le système immunitaire dans votre corps produit des anticorps et d'autres mécanismes qui vont neutraliser le virus. Quelqu'un qui a déjà été malade, qui a eu la maladie, a dans son sang également des anticorps qui peuvent servir à un transfert passif de l'immunisation à une autre personne. Donc, l'idée qui a été déjà approuvée et qui va certainement être mise en action est de prendre du sang, du plasma, pas vraiment du sang, c'est-à-dire pas les globules rouges, les globules blancs, mais seulement le plasma dans lequel se trouvent les anticorps, et d'en faire bénéficier, d'en injecter à des malades pour que les anticorps dans le plasma neutralisent autant qu'ils peuvent le virus qui se multiplie chez ce malade. Est-ce que vous pensez, et là je parle sur le plan éthique, qu'il est possible, en temps de crise comme celle-là, en temps d'épidémie qui se développe, de raccourcir, on va dire, toutes les procédures nécessaires à la validation d'un médicament? Je parle par exemple, aujourd'hui, on parle de la chloroquine, de la zénile. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, même si tout le monde, même si tous les tests n'ont pas été à 100% effectués, vous pensez qu'il est indispensable de soigner des malades avec ce genre de médicaments? Effectivement, dans un cas de situation de crise, et surtout de crise mondiale, comme l'épidémie du coronavirus, toutes les organisations qui contrôlent les médicaments prennent des risques et prennent des décisions qui favorisent et qui accélèrent la mise en place de nouvelles thérapies. Néanmoins, vous avez cité un médicament, la chloroquine, peut-être a-t-elle une activité, c'est encore un petit peu à démontrer parce qu'il faut des essais bien clairs, mais en plus, il a des effets secondaires dangereux. Donc, il n'est pas question qu'on permette à des malades sans surveillance médicale d'utiliser ces médicaments. Ça peut se faire à l'hôpital, dans le cadre du traitement d'urgence que l'on fait dans ces cas, avec les respirateurs, mais certainement pas dans la population générale et avec énormément de précautions. Donc, toutes ces réglementations des FDA et autres institutions comme le IMA européen qui contrôlent le médicament, elles ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour protéger le public, pour faire que le médicament soit utilisé efficacement et sans danger. Et on ne peut pas ignorer cela complètement, même en cas de crise.
Alors, sur le plan éthique, à nouveau, on le voit, c'est très marquant en France. Fort heureusement, on n'en parle pas encore en Israël et il faut espérer que cela n'arrivera pas. Mais par exemple, on dit que dans les hôpitaux français, il y a une pénurie telle de matériel d'assistance respiratoire que eh bien, les médecins sont obligés de débrancher des appareils respiratoires de malades particulièrement âgés pour les mettre sur des malades qui sont plus jeunes. Sur le plan éthique, quelle est votre position face à ce dilemme médical ? C'est effectivement un dilemme médical, mais premier point, vous venez de le mentionner, on n'a pas le droit de détacher quelqu'un qui est déjà attaché à un respirateur pour le remplacer par quelqu'un qui aurait plus de chances de survie. Vous voyez, du point de vue éthique, ce n'est pas un problème tellement rare ni nouveau. Lorsqu'il y a un attentat, lorsqu'il y a une guerre, un champ de bataille, avec de nombreuses victimes et seulement peu de médecins ou peu d'appareils pour sauver ces gens, le médecin est obligé de faire un choix entre ceux qui ont le plus de chances de survie et ceux qui sont déjà malheureusement ne bénéficieront pas du traitement. Donc ce choix existe. L'idéal, ce serait qu'il y ait assez de respirateurs pour tout le monde. Si la France ne s'est pas préparée, espérons qu'Israël, on en parle depuis le jour numéro 1 au ministère de la Santé, de diminuer la vitesse à laquelle l'épidémie se propage afin qu'on n'arrive pas à une situation où on ait plus de malades que de respirateurs. C'est la responsabilité d'un gouvernement qui respecte l'éthique. Par contre, ce que je voudrais insister, c'est que si on dit les personnes âgées, très âgées, sont les plus vulnérables dans le coronavirus, dans cette épidémie, donc faisons la place aux jeunes, ça ne doit absolument pas être parce que le jeune a plus d'années à vivre que le vieillard. C'est-à-dire, toute personne, toute vie est semblable, même s'il ne vous reste qu'un jour à vivre, vous avez droit au traitement du point de vue théorétique, autant qu'un homme jeune. Par contre, si on peut déterminer médicalement que la personne qui a le plus de chances de survie est une personne qui est un peu plus jeune et qu'une personne qui est déjà extrêmement âgée, ses chances de survie sont nulles, et parce que ses poumons sont déjà détruits et que le système immunitaire continue à détruire le peu qui reste et l'oxygène ne peut plus passer, même le respirateur ne sert à rien. Là, je crois qu'on est devant un dilemme difficile, mais qui est possible. Il est interdit de pratiquer l'euthanasie, c'est-à-dire de provoquer la mort. Là, c'est un gros problème parce que j'ai entendu qu'en France, le Premier ministre a permis de prescrire des substances qui peuvent donner la mort, une sorte d'euthanasie. Dans la loi juive, évidemment, c'est quelque chose qui est interdit de raccourcir la vie d'une autre personne. Toujours du point de vue éthique par rapport à la préparation de l'État d'Israël à cette épidémie, est-ce que vous pensez que, par exemple, c'est du devoir de l'État de se préparer à une situation qui est rarissime, ça arrive une fois tous les siècles, peut-être une telle épidémie, et d'investir, on va dire, des moyens considérables pour être prêt à l'avance, au détriment, par exemple, d'autres besoins qui sont plus courants dans la réalité sur le plan social, dans la population. Comment on trouve le juste équilibre entre ces besoins dans un gouvernement ? C'est une question à laquelle j'ai du mal à répondre, n'étant pas dans le gouvernement. Mais du point de vue éthique, selon vous ? Mais du point de vue éthique, lorsque l'on parle du dilemme de choisir une vie au sacrifice d'une autre, cela s'applique tout autant à la politique de santé que pratique l'État. Prenez l'exemple, faut-il augmenter le nombre de départements dans les hôpitaux qui font de la gériatrie, qui s'occupent des vieillards, ou bien faut-il plutôt
donner son argent aux départements qui font la chirurgie de Oui. pointe. Ça, ce sont des décisions qui, effectivement, vont affecter le choix d'une vie par rapport à une autre. Et ce sont des décisions très difficiles. Idéalement, comme je le disais tout à l'heure, on voudrait qu'on transforme nos glaives en charrues, en socs de charrues. Dire que l'on arrête d'apprendre la guerre et de se faire la guerre entre pays pour qu'on puisse utiliser toutes les sources et toutes les forces économiques à la santé et au bien-être. C'est un petit peu une vision messianique. Sommes-nous prêts? Sommes-nous loin? Le fait que le monde entier, que tous les pays du monde entier sont devant ce même dilemme, est-ce que ça va amener à une espèce de Nations Unies de la santé? Ça existe, mais ça n'a pas de poids vrai. Donc, oui, je crois que ça fait partie de la responsabilité d'un pays d'être prêt à garantir la santé de ses citoyens. Et je crois qu'en Israël, on s'en est rendu compte tout de suite. La décision a été prise très rapidement, sans beaucoup de difficultés. Maintenant, on voit le prix économique énorme que cela demande, mais au moins la décision d'agir a été prise tout de suite. Eh bien, professeur Michel Revel, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes prix d'Israël, père de la biotechnologie en Israël et fondateur du département de virologie à l'Institut Weizmann. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne santé et Shabbat Shalom et bonne fête de Pessah. Bonne santé à tous et merci du temps que vous m'avez accordé.